Buongiorno, nella nostra intervista in collaborazione di Cast TV, in collaborazione col Comitato degli Scrittori della Pace del PEN International, abbiamo l'onore e il piacere di parlare col presidente di questo importante comitato, uno dei tre pilastri del PEN International, appunto il comitato decennale, ormai di più decenni del Scrittori per la Pace, che si riunisce annualmente in Slovenia a Bled. Il nostro ospite, il suo presidente Emanuel Pierà, che è un celebre scrittore e avvocato, fra l'altro considerato, ha vinto anche un premio come migliore avvocato che difende, diciamo, i diritti degli scrittori l'anno scorso in Francia. L'intervista verterà sulla difesa dei beni culturali nel mondo, che è uno dei temi molto, molto importanti per il Comitato Scrittori per la Pace del PEN International, e l'intervista sarà con Monsieur Pierrat in francese. Monsieur Pierrat, bonjour, on est ravi de vous pouvoir parler. Vous êtes le président du comité des écrivains pour la paix du PEN International, et je sais, ayant aussi partie de ce comité, que la défense des biens culturels, des sites culturels dans le monde, c'est un thème, un argument primaire pour le comité des écrivains pour la paix. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, buongiorno e grazie per gli complimenti, Sergio Roic, Caro Sergio Roic. Je vais parler en français parce que mon italien, évidemment, est plus limité et un peu moins développé que mon français, qui est peut-être rustique. Mais je suis ravi de cette invitation et de ce partenariat avec Chiasso TV qui nous permet d'aborder des sujets essentiels, selon moi, qui concernent la planète entière et notre recherche mutuelle, je pense, de la paix à travers la planète. Il y a parmi ces sujets, comme vous venez de l'évoquer, effectivement un sujet qui nous tient à cœur particulièrement, qui est celui de la protection des biens culturels, de l'héritage culturel, du patrimoine artistique, architectural, pris au cœur des conflits entre les humains, et un patrimoine qui, pour nous, a une importance presque, je dis presque, aussi grande que celle de l'humanité elle-même. Pourquoi cette affirmation si péremptoire et si grandiloquente? Parce que nous avons été alertés depuis déjà de nombreuses années par nos amis désemparés en Afghanistan, par exemple, lorsque les talibans, maintenant de retour au pouvoir, ont une première fois commencé à détruire le patrimoine architectural et artistique de ce merveilleux pays, en allant détruire, comme vous le savez, de façon les plus spectaculaires, les Bouddhas de la vallée de Bamiyan. Comme ce sont des talibans et des gens particulièrement peu éduqués, ils ont manqué, heureusement, le grand Bouddha couché qui se trouve dans la vallée. Ils ont manqué les niches bouddhistes extraordinaires qui sont dans la roche de ce canyon, en quelque sorte, qui parcourt le pays Hazara. Je suis allé sur place après la destruction des Bouddhas et il y avait une émotion très forte de la part de la population islamisée, mais population extrêmement sensible et attachée à son patrimoine culturel lié à la route de la soie, et considérant que ceux qui avaient commis cela étaient dignes, entre guillemets, de passer pour des criminels contre l'humanité. La même chose est venue ensuite par nos amis du PEN kurde qui nous ont alertés sur la destruction systématique des villages et du patrimoine architectural et artistique, des lieux, des sites historiques protégés, de la beauté de l'architecture dans certaines régions du Kurdistan, et évidemment attaqués de toutes parts, attaqués par les forces turques dans la partie qui les concerne, et même au-delà de la frontière, attaqués par la Syrie, évidemment, et puis l'Irak, c'est la partie peut-être la moins attaquée, entre guillemets, mais quand même soumise à des volontés islamistes luttant contre les Kurdes. Et ils nous avaient alertés en nous disant, vous savez, pour nous, c'est un enjeu aussi important que la disparition de notre peuple ou l'oppression de notre peuple. La destruction de notre patrimoine, c'est la destruction de notre identité, c'est la destruction de la mémoire, c'est la destruction d'une valeur collective qui transcende et dépasse le Kurdistan et doit en quelque sorte bénéficier à la planète entière. Et donc, il y a cette idée forte. Je pourrais continuer avec de nombreux exemples.
Je crois qu'on peut saluer dans ce sens le travail de l'UNESCO, puisque le PEN international a un siège d'observateur permanent à l'UNESCO, dont le siège est à Paris. Et nous avons été très sensibles et très mobilisés lorsque la directrice de l'UNESCO, il y a quelques années, a décidé de poursuivre ou de faire poursuivre devant la Cour pénale internationale de La Haye un djihadiste qui avait détruit les mausolées de Tombouctou, des très anciens mausolées, comme ont été détruites les bibliothèques du désert par Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Mauritanie et différents lieux. Voilà. Et il y avait là l'idée très forte, selon laquelle un crime contre le patrimoine, un crime contre la culture peut être aussi un crime contre l'humanité. Et a été extradé et jugé, condamné à de la prison ferme. Le procès a eu lieu en appel, sa peine a été allégée cet automne, mais un djihadiste a été condamné pour la première fois pour un crime contre l'humanité commis non pas contre une population directement, mais contre la culture d'une population. Voilà, avec cette seule formule, ce garçon qui avait mené les raids et la destruction de plus d'une dizaine de lieux culturels multiséculaires qui étaient là depuis des centaines et des centaines d'années, avait juste dire c'est contre l'islam, il ne savait pas bien pourquoi, et avait décidé de foutre en l'air des mausolées, par ailleurs musulmans, mais ça, il ne l'avait pas nécessairement compris. Voilà. Et là, il y avait quelque chose comme un signe très fort pour la première fois de la part de la communauté internationale, considérant qu'il ne s'agissait pas uniquement de passer par des classements et l'inscription dans un patrimoine et une liste, mais d'une action concrète, légale, juridique, pour faire comprendre que ce patrimoine est aussi important que les populations qui vivent autour de ce patrimoine et l'ont conçu. Qu'est-ce que le PEN Club International et son comité naturellement des écrivains pour la paix peuvent faire concrètement sur ce thème? Naturellement, le PEN a dans le monde plus de 150, 180, je crois, centres PEN, non? Est-ce que les écrivains commenceront à écrire quelque chose à ce sujet? Qu'est-ce que vous pensez à ce propos? Qu'est-ce que vous souhaitez à ce propos? Jusqu'ici, nous avons été alertés par des centres PEN qui correspondent effectivement, comme vous le savez, dans le dispositif du PEN à travers le monde. Les centres PEN correspondent à des aires linguistiques ou culturelles d'écriture. Ça signifie qu'il y a un centre PEN, par exemple, tibétain, ouïghour, chinois en exil, métessinois aussi. Et donc, il y a, pas tessinois, pardonnez-moi, si, il y a un tessinois et il y a un centre PEN, pardon, dans le nord de l'Italie, il y en a un occitan en France. Ça correspond à des sensibilités culturelles, à une ère de production intellectuelle. Et donc, par conséquent, les écrivains des centres PEN sont les mieux à même d'observer ce qui est en danger. Nous sommes des boussoles et des vigies que je trouve très importantes dans ce dispositif, puisqu'il n'y a pas, malheureusement, en dehors d'une position de l'UNESCO globale, il n'y a pas d'observateurs, on va dire délégués, d'associations sur place dédiées à la sauvegarde du patrimoine. Il y a le travail de l'ICOM, l'International Council of Museums, dont je suis membre par ailleurs comme conservateur de musée, en plus de mes casquettes d'avocat et écrivain, mais qui s'occupe beaucoup des institutions muséales et des sites qui sont classés comme zones archéologiques, mais assez peu finalement des bâtiments, des églises, des monastères, des temples ou que sais-je encore, ou de bâtiments non religieux qui sont laissés eux-mêmes, sauf le jour où ils bénéficient d'un coup de projecteur par une inscription sur le patrimoine, la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et encore cette liste se contente de mettre en danger, de signaler en danger les monuments qui risquent d'être détruits ou dégradés ou dénaturés. Il y a donc un rôle de vigie très important de la part du PEN international pour faire remonter ces informations. Je pense que nous devons passer à la phase suivante, qui est de constituer une force de frappe, véritablement. Alors, nous ne pouvons pas aller sur le terrain, empêcher un char ou un obus de se diriger sur un site culturel, pas plus que malheureusement nous pouvons arrêter la guerre par le simple fait de s'opposer entre des forces armées, mais nous avons un rôle d'alerte extrêmement important et de sensibilisation. C'est en ce sens que nos amis kurdes nous avaient dit « faites la publicité de ce qui nous arrive » et que ça n'est pas uniquement une question politique, ça n'est pas une question uniquement de lutte, on va dire ethnographique ou démographique entre des Kurdes et puis des Turcs qui ne seraient pas kurdes, c'est aussi un enjeu qui dépasse et qui transcende notre communauté et qui vise véritablement à écraser
une histoire culturelle, un peu comme la révolution culturelle en Chine l'avait fait. Lorsqu'il avait été décidé sous Mao de faire table rase du passé et de jeter la littérature, l'opéra, de détruire des bâtiments, des monuments, des sculptures, avant finalement de s'apercevoir que c'était là que réside d'ailleurs traditionnellement dans l'esprit chinois le pouvoir qui passe par le trésor, notamment impérial, qui se trouve d'ailleurs en partie aujourd'hui à Taïwan. Que Chiang Kai-shek avait une autre idée, avait bien compris que c'était là l'enjeu essentiel et qu'il fallait non pas détruire, mais s'en emparer. Et quels que soient les dangers, d'ailleurs la destruction, le vol, le pillage, la dénaturation, les traficotages, je pense que nous avons par notre voix du PEN international, par les médias que nous utilisons, par le siège que nous avons, par le statut particulier d'organisation, on va dire quand même avec un centenaire derrière elle, et un long héritage de passé et d'action, nous avons voix à faire transmettre ou à porter un coup de projecteur sur les zones en danger. Par exemple, il y a, comme vous le savez malheureusement, depuis quasiment 2 ans, une guerre entre l'Arménie et ses voisins, l'Azerbaïdjan notamment, sur le Haut-Karabakh, le Nagorno-Karabakh, comme on dirait en anglais. Et très tôt, nous avons été sensibilisés sur le fait que cette guerre de frontières et de territoires, elle passe aussi par la destruction des églises et des lieux de culture, puisqu'il s'agit d'une guerre aussi, on va dire religieuse, si je puis me permettre. Voilà, entre 2 peuples qui n'ont pas tout à fait la même culture et qui pourtant sont frères et passent par l'éradication de villages, mais également donc du patrimoine et le fait de chasser les populations. Même problème également au Yémen en ce moment, où la guerre continue et où évidemment la crise humanitaire est la plus importante et la plus dramatique, mais où derrière se profile en permanence la destruction des sites culturels les plus extraordinaires de l'humanité, qui sont ceux du Yémen à Sanaa. On a détruit aujourd'hui un nombre de sites qui avaient résisté jusqu'ici aux pires avanies que l'être humain est capable d'imaginer. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises par des résolutions, par des communiqués, par des manifestations à propos de cet autre aspect caché un peu des guerres, et je pense que ça fait partie de notre mission. Voilà, j'aimerais qu'on puisse un jour peut-être se joindre à une action en justice qui, comme cela est possible pour le PEN Club, pour le PEN international, lorsqu'il y a des individus, des écrivains, des journalistes qui sont arrêtés, le PEN intervient juridiquement, se porte partie civile, vient aux côtés, au soutien des écrivains qui sont embastillés ou poursuivis par un régime. Je pense qu'il est de notre devoir, comme l'UNESCO l'a fait, de se porter à côté en tant qu'organisation internationale dans certains combats devant des cours et des tribunaux lorsque on arrête, on va dire, les auteurs des massacres les plus importants qui font encore pleurer l'humanité. Tout le monde a en souvenir ce qui s'est passé à Alep ou à Palmyre en Syrie et cette destruction abominable qui coûte tant. Voilà. Je pourrais continuer longtemps, mais il y a donc un premier point de sensibilisation, d'information, un deuxième point de sensibilisation, une chambre d'écho importante et sans doute à l'avenir un moyen d'action à mettre en place plus, on va dire, énergique. Oui, naturellement, il y a des situations incroyables de guerre terribles dans le monde, mais j'ai entendu dans une précédente interview de notre série, non, de Hustling for Peace, non, lutter pour la paix, aussi un témoignage européen. Une journaliste, Aida Čurović, a été battue parce qu'elle a jeté un œuf sur l'image très grande dans la ville de Belgrade du terrible général Mladic, qui a été condamné définitivement non à aller au tribunal pénal international de l'Haye. Elle a été battue par, je crois, les fans de Mladic, et puis elle a été battue aussi dans la police où elle a été portée. Comment vous pouvez commenter ces choses-là? C'est vraiment terrible, aussi des choses qui se passent en Europe, non, naturellement. Bien sûr, évidemment, c'est ici en Europe, dans le monde occidental, que commencent évidemment les mauvais exemples.
nous ne sommes pas à l'abri. Les situations dont on parle ne sont pas réservées aux extrêmes confins de l'Asie ou de l'Arabie ou du Moyen ou du Proche-Orient ou du Sahel. Les destructions, d'ailleurs culturelles, ont eu lieu et ont lieu dans les Balkans, ont lieu aussi ailleurs. Les agressions, il faut bien comprendre que tout cela est un ensemble qui est intrinsèquement lié. Lorsqu'on s'en prend à une journaliste, à un écrivain qui manifeste, on s'en prend généralement aussi à la langue dans laquelle écrit cette personne. On a ce débat et cette action importante aux peines internationales et grâce au comité pour des écrivains pour la paix pour essayer de faire préserver les langues minoritaires dans les pays des Balkans où la tentation est grande de vouloir ne plus faire parler macédonien dans telle école, de pouvoir éliminer une langue roumaine en Hongrie ou de parler éventuellement une autre langue en Ukraine, etc. Donc, il y a un troisième volet, évidemment, le patrimoine, puisque tout cela forme un ensemble. Le combat politique des uns et des autres pour la liberté d'expression avant tout et la liberté d'être ce que l'on est. Le combat pour la langue qui est attaquée, évidemment, la langue dans laquelle on écrit, la langue de la culture, la langue de la transmission, la langue qui permet de former une identité dans le meilleur sens et le sens le plus noble et le plus ouvert du monde, et évidemment l'héritage patrimonial et culturel. Tout cela va ensemble et donc attaqué sur les trois fronts, partout sur la planète. Il ne faut pas oublier que même si je pointe beaucoup l'Asie parce qu'elle est malheureusement numéro 1 dans les attaques commises contre la liberté d'expression aujourd'hui, ça n'est plus l'Afrique qui est le numéro 1, c'est incroyable, ni même l'Amérique du Sud. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, nous sommes en permanence en alerte et alertés sur ce qui se passe, sur des attaques de nature diverse contre nos valeurs, c'est-à-dire la liberté d'expression, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit de s'exprimer dans la langue de son choix et d'écrire ou de créer dans la langue de son choix, et évidemment le droit de vivre dans un monde pacifique. Voilà. Donc il y a là quelque chose un enjeu important. Heureusement, Le Pen se mobilise et s'est mobilisé encore ces jours-ci pour un grand nombre de cas et de condamnations et d'opérations policières. Nous avons une vraie voix. Nous savons que quand nous intervenons dans certains pays, il y a une réaction. Nous l'avons mesurée. Nous avons fait libérer des gens par la pression. Nous avons pu empêcher des arrestations par la pression. Je suis moi-même l'avocat d'Asli Erdogan, écrivaine turque en exil, qui vient à nouveau d'être condamnée à mort. Voilà, il y a de quoi faire, et la Turquie, c'est la porte de l'Europe. La Serbie, c'est évidemment l'Europe, même si elle n'est pas encore dans l'Union européenne. Et nous devons être aussi vigilants, encore plus vigilants à nos portes, nos frontières ou sur nos territoires, que nous jouissons d'une relative liberté par rapport évidemment aux pays les plus sinistres de la planète. Donc c'est en regardant ce qui se passe à Belgrade que nous devons véritablement commencer avant éventuellement de donner une leçon à la Chine et aux Ouïghours. Il ne faut pas oublier de commencer par regarder autour de nous ce qui se passe comme attaque et destruction. Oui, naturellement, on sait qu'en Turquie, on était emprisonné un tas de journalistes, d'intellectuels, de professeurs d'université, enfin, non? Mais aussi, naturellement, c'est une situation qui a lieu un peu politiquement, mais naturellement avec une espèce de dictature en Biélorussie, non? C'est aussi à la porte de l'Europe, non, de l'Est, qui se va avant, que c'est une situation de désastre en quelque modo. Non? La situation est dramatique partout. Elle l'est à l'intérieur de l'Europe, évidemment. Elle l'est en Biélorussie, elle l'est en Ukraine par moment, avec des tentations étranges. Elle l'est évidemment en Russie, elle l'est en Turquie, elle l'est aussi dans les pays qui semblent être passés par une phase démocratique ou d'intégration à l'Union européenne. La Slovénie vit des moments compliqués, je crois. Difficiles. Nos amis à Ljubljana nous en parlent suffisamment souvent. Les intellectuels, les conservateurs de musées, les journalistes sont aujourd'hui attaqués, mais comme l'était il n'y a pas si longtemps par Donald Trump, les journalistes et les intellectuels américains. Boris Johnson n'est pas un allié de la culture. Je ne pense pas que les élections françaises qui se présentent avec Marine Le Pen, Éric Zemmour et tout un tas de gens extrêmement dangereux puissent permettre de penser que nous approchons d'un monde pacifique au sein même de l'Union européenne, où nous avons vu les mouvements populistes et les plus arriérés éventuellement prendre le pouvoir ou ne pas en être loin. Monsieur Kurz vient de démissionner d'Autriche et de Vienne, mais les dégâts ont été importants. Les atteintes à la liberté d'expression sont marquées
est évident en Pologne et à l'état de droit en Hongrie aujourd'hui. Donc, les régimes au sein même de l'Union européenne qu'on pensait avoir fait passer un cap depuis la chute du mur de l'URSS, de Berlin, pardon, et la chute de l'URSS, malheureusement, sont encore des démocraties fragiles dans lesquelles nous devons agir, militer, intervenir. Voilà. Il y a en permanence, malheureusement, ça n'est jamais acquis. Il y a en permanence l'humanité est capable du pire comme du meilleur. Nous espérons le meilleur et nous devons combattre le pire. Oui, naturellement, il y a une expression d'écrivain croate, Predrag Matvejević, qu'il y a dans les pays de l'Est de l'Europe plutôt de la démocrature, pas de la démocratie, non, un mix de démocratie et dictature. Est-ce que l'histoire va retourner sous ces pas dans ces pays ou est-ce qu'avec aussi avec l'aide de Pen Club, des intellectuels, des écrivains, des journalistes, on peut changer ce qui ressemble une espèce comme on dit, de parcours qui peut-être on va parcourir en arrière. Heureusement, nous avons encore des cartouches, si je puis me permettre, des intellectuels qui se lancent dans la bataille culturelle. J'ai reçu il n'y a pas longtemps à Paris l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Albanie, qui est un écrivain important, qui a pris des fonctions politiques. Maintenant, il est retraité de ses fonctions politiques. Berek Mustafaj, il est tourné vers la littérature, mais à un moment, quand son pays avait besoin de forces intelligentes et progressistes, il s'est lancé dans la bataille politique. Nous avons eu des exemples passés de Václav Havel à d'autres. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des gens de télévision et des battleurs de foire, pas nous qui a TV, mais des télévisions populistes. En Ukraine, le président n'est rien d'autre qu'un animateur, entre guillemets, de télévision, on va dire, vulgaire et démagogique. Et nous assistons donc à cette prise de pouvoir par des gens qui se présentent avec le bénéfice de la notoriété du numérique et médiatique sans avoir cette tradition importante de la culture ouverte et que nous avons, nous, Open Club, depuis notamment 1921, date de sa création, où les intellectuels du monde entier voulaient se tendre la main après la boucherie à travers les frontières. Alors, il faut espérer, heureusement, tout n'est pas perdu. Il y a des intelligences à l'œuvre, il y a des gens cultivés qui se présentent aux élections, il y a des sensibilisations, mais il y a énormément de travail. Et je crois que le monde n'a jamais vécu des moments aussi tendus. Il n'y a pas de guerre mondiale, mais il y a des guerres mondiales. Il y a des conflits à peu près partout. Il y a des démocraties en nombre très limité, des États de droit en nombre encore plus limité. Et nous devons, non pas encore une fois désespérer, mais essayer de progresser. À la fin de notre belle interview, est-ce que vous pouvez lancer un appel pour les biens culturels dans le monde, M. Pierrat? Bien sûr, moi j'aimerais qu'on bénéficie de la part des centres peines, mais aussi des citoyens, tout simplement de mise en alerte. Alors, pas de mise en alerte quand un bien culturel va éventuellement à sa perte parce qu'il manque d'entretien et qu'il est abandonné par la communauté qui doit naturellement s'en occuper. Pour ça, il y a des institutions dans beaucoup de pays d'alerte, de sauvegarde. En France, il y a un mouvement très important depuis quelques années sur le patrimoine et la préservation du patrimoine. C'est le cas dans beaucoup de pays. Heureusement, on a changé de regard sur ce qui était ancien. Hier soir, j'étais au musée du Quai Branly à Paris où nous avions le lancement d'une revue, dernier numéro d'une revue de la Société d'études asiatiques consacrée au patrimoine et où il y avait cette chercheuse spécialiste de la Chine et du Hubei, la région de Wuhan, d'où vient le coronavirus, qui y était allée il y a quelques années et qui est une spécialiste de la musique et des lieux de musique et qui nous disait, quand j'allais il y a 30 ans en Chine à cet endroit, on me disait, mais pourquoi tu t'intéresses à ces vieilleries, à ces choses qui ne servent à rien et qui appartiennent au passé? Elle me dit, ça n'était plus la révolution culturelle, c'était juste le mépris, le dédain des jeunes générations pour des choses qui ne servaient à rien selon elle. Elle me dit, aujourd'hui, les mêmes ont créé des manufactures d'instruments, ont recréé un tourisme culturel de qualité, ont ouvert des écoles de musique, ils me regardent en me disant, tu n'aimes pas notre musique traditionnelle? Je dis, mais je suis la première à avoir voulu la sauver. Et donc, il nous faut des alertes. Il nous faut évidemment commencer par des alertes, remonter des informations pour ensuite, ensemble, pouvoir agir. Des informations où est en danger une culture parce que peu à peu,
la démocratie n'en est plus tout à fait une, ou parce qu'elle tourne à un pouvoir fort, parce qu'il y a un mépris, et non pas uniquement un manque de moyens, mais un mépris pour le patrimoine ou la volonté de réprimer le patrimoine d'une culture, d'un peuple, d'une culture. Voilà. Et donc, nous avons besoin, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Il y a l'ICOM d'un côté pour les musées, il y a l'UNESCO qui s'occupe de grands sites, et il y a en de cela des centaines et des milliers d'endroits qui mériteraient l'attention, même médiatique simplement, pour pouvoir être sauvés éventuellement de la destruction ou être mis sur une sorte de liste de ne touchez pas à ce bâtiment. Monsieur Perra, merci beaucoup d'avoir parlé avec Chiasso TV sur ces arguments qui sont très importants par la culture, par la mémoire, parce que la culture, naturellement, et la mémoire, l'attentat à la culture et à la mémoire est considéré du Pen Club comme un attentat contre l'homme, contre sa mémoire. Merci Grazie beaucoup, à la mille, prochaine. Grazie mille, Sergio Roec. Okay. Et à très vite, évidemment, pour parler à nouveau de ce qui nous préoccupe et ce qui doit nous mobiliser surtout.